Une ligne perdue dans un télégramme classifié a suffi à fissurer le silence du Sahel. En quelques chiffres tranchants, on exigeait que le capitaine Ibrahim Traoré décide du sort de 70% de l'or du Burkina Faso, comme si l'avenir d'une nation pouvait tenir dans un tableau comptable. Alors, que signifie vraiment choisir entre le remboursement de la dette et la souveraineté économique quand chaque gramme arraché au sol promet une liberté fragile à son peuple? Car derrière cette équation apparemment technique se dessine peut-être le moment exact où un pays décide enfin de ne plus obéir. L'histoire qui s'ouvre ici ne se limite pas à un ultimatum diplomatique. Elle révèle la mécanique invisible qui, depuis des décennies, tentait de peser sur le destin d'un pays enclavé mais déterminé. Le message intercepté, exigeant une décision en 48 heures concernant 70% des réserves d'or nationales, ne représentait pas seulement un rapport de force. Il exposait le prix réel d'une souveraineté souvent théorique. La promesse de ce récit est simple: comprendre comment une nation, placée face à un choix étroit, a transformé une contrainte financière en instrument politique durable. Pour le lecteur, l'enjeu tient en 10 mots: saisir comment se fabrique la liberté lorsqu'elle coûte presque tout. Car derrière les murs du palais de Ouagadougou, un débat bien plus large prenait forme. Un débat où se croisaient dettes anciennes, concessions minières, pressions étrangères et aspirations populaires. Et si une simple phrase prononcée lors d'une réunion de crise avait fait basculer toute la trajectoire du pays? C'est cette possibilité, discrète mais décisive, qui maintient la tension intacte. La première fissure n'est pas venue d'un discours officiel, mais d'un constat glacial. Le chiffre 70% n'était pas seulement une exigence, c'était un test. Et ce test, révélé à l'aube du 12 août 2025, montrait que quelqu'un, quelque part, avait décidé de mesurer jusqu'où un pays pouvait être poussé avant de rompre. Derrière cette révélation se cachait un contexte beaucoup plus dense qu'un simple ultimatum. Depuis des années, les structures économiques du Burkina Faso reposaient sur une contradiction silencieuse: un sous-sol parmi les plus riches de la région et, en parallèle, une dépendance persistante aux institutions financières extérieures. Lorsque le câble confidentiel atterrit sur le bureau d'Ibrahim Traoré, il ne fit pas qu'annoncer une pression nouvelle. Il réveilla une mécanique géopolitique entretenue depuis plusieurs décennies. Les concessions minières avaient été renégociées, les audits renforcés, et une part croissante des bénéfices retournait enfin aux communautés locales. Ce mouvement, encore fragile, avait cependant bousculé des intérêts établis. Dans les capitales occidentales, les analystes évoquaient un risque de rupture. Dans plusieurs médias africains, on parlait au contraire d'un réveil historique. Les signaux satellites indiquaient des activités inhabituelles dans le nord du pays, preuve que la partie s'engageait déjà sur un autre terrain que celui des négociations diplomatiques. À l'intérieur du palais, le climat était suspendu. Les conseillers savaient que l'ultimatum n'était que la surface visible d'un réseau d'influence plus ancien. Dettes, accords croisés, dépendance monétaire, les voix divergeaient, mais une certitude se formait peu à peu. L'enjeu n'était pas seulement économique, mais identitaire. Comment défendre un futur si les fondements mêmes de ce futur pouvaient être conditionnés par un document scellé d'un sceau rouge? Dans les rues de Ouagadougou, la rumeur se propageait par bribes alimentées par les radios locales. Certains craignaient un bras de fer impossible, d'autres y voyaient une chance rare de redéfinir les règles. Car si un pays décidait enfin de dire non, qui pouvait prédire les conséquences réelles d'un tel geste? Ils furent une poignée, dans les premières heures, à rejoindre la salle de crise où le télégramme brûlant reposait encore sur la table. Parmi eux se trouvait une économiste au ton posé, issue du ministère des Finances, dont la question simple: c'est un... Et si nous disions non, fit basculer l'atmosphère.
Dans ce silence chargé, Ibrahim Traoré comprit que ce moment n'était plus un échange technique, c'était un choix fondateur. Autour de lui, chaque personne incarnait un angle du pays. Un ingénieur des mines expliqua que certaines concessions, déjà surveillées, pouvaient être sécurisées en moins de 3 heures si les ordres étaient donnés immédiatement. À côté, une jeune juriste venue des universités locales rappela que plusieurs clauses contractuelles anciennes permettaient une révision d'urgence, encore jamais utilisée. Ces micro-cas, discrets mais précis, montraient que la marge d'action existait bel et bien. Pendant ce temps, les rues d'Ouagadougou réagissaient déjà. Dans un marché poussiéreux, un commerçant confia à un journaliste de radio qu'il n'avait jamais vu un ultimatum touchait les conversations du matin aussi vite. À quelques kilomètres de là, une technicienne en télécommunication indiquait que son équipe avait détecté des flux inhabituels sur certaines lignes sécurisées, signe que d'autres acteurs surveillaient la situation de près. Ces signes précurseurs, modestes mais cohérents, offrait une lecture claire. La crise n'était pas abstraite, elle s'infiltrait partout, dans les bureaux comme dans les ruelles. Et ceux qui se rassemblèrent autour du capitaine ce matin-là comprenaient qu'un pays ne se défend pas seulement par des discours, mais par la précision de ses premiers gestes. L'enchaînement débuta avant même que le soleil ne touche les toits d'Ouagadougou. À 6h30, les conseillers militaires reçurent l'ordre de verrouiller les points sensibles, champs pétrolifères, sites aurifères, axes logistiques. Le message était bref, direct, impossible à mal interpréter. C'était l'étape d'activation, le moment où une hypothèse devient un acte. Un quart d'heure plus tard, les premières unités se déployèrent silencieusement dans l'ouest, suivant un protocole préparé depuis des mois mais jamais déclenché. Les opérateurs radio sécurisèrent les transmissions. Les équipes civiles, elles, commencèrent à archiver les données sensibles. Rien n'était laissé au hasard. À 7 heures, un second ordre tomba. Suspension des communications non sécurisées. Les entreprises étrangères, prises de court, virent leurs accès révoqués sans préavis. Une coupure temporaire du réseau électrique dans certaines zones bloqua toute tentative d'exfiltration d'informations. Les premières réactions diplomatiques apparurent dans les boîtes de messagerie chiffrées de la présidence. Déjà, les lignes bougeaient, puis vint le véritable point de bascule. À 9 heures précises, un drone civil transmit une image qui allait déclencher l'étape du cœur chaud, le temps du récit qui s'embrase. On y voyait un drapeau burkinabé hissé sur une installation aurifère que l'armée venait de reprendre. La photographie fit le tour du web africain en quelques minutes. Les mots or, dignité, indépendance se mêlèrent dans les fils d'actualité. C'était la phase du haut de cycle, celle où l'événement cesse d'être administratif pour devenir symbolique. À midi, devant une foule serrée, Ibrahim Traoré monta sur une estrade improvisée. Son discours fut court, tranchant, presque martial. Il rappela la responsabilité envers ceux qui cultiveront demain ce que d'autres ont vendu hier. Les mots tombèrent comme des coups secs, parfaitement calibrés. L'effet fut immédiat. Les marchés réagirent, le cours de l'or grimpa de 3 à 7%, puis de 5%. Les analystes se divisèrent. Les chancelleries, elles, multiplièrent les appels codés. Les heures passaient vite, mais l'intensité ne retombait pas. À la tombée du jour, la capitale vibrait d'un mélange de ferveur et d'inquiétude. Des feux symboliques s'allumaient. Sur des murs poussiéreux, des enfants traçaient le nom du capitaine comme un défi lancé au monde extérieur. Les chaînes internationales parlaient de crise minière. La presse ouest-africaine répondait. Le Sahel dit non. Deux récits, un même événement, deux interprétations irréconciliables. Puis survint les répercussions, cette onde secondaire qui annonce qu'une décision devient irréversible.
À 22 heures, réuni avec son état-major, le capitaine prononça une phrase vouée à durer. Ils voulaient 70% de notre avenir. Ils auront 100% de notre résistance. Quelques mots, mais un signal politique massif. Dans plusieurs ambassades, les drapeaux descendirent à mi-mât. Dans les garnisons du Nord, les opérateurs observèrent une activité inhabituelle. Dans les marchés du soir, les murmures changèrent de nature. La peur reculait, remplacée par une attente vigilante. L'événement n'était plus une crise. C'était une ligne tirée dans le sable, et rien, à partir de cette journée, ne pourrait revenir à l'état initial. La bascule devint mesurable dès le deuxième jour. 5,6 milliards de dollars de dette, point de départ incontestable d'une équation que l'on croyait immuable. Cette somme, lourde et ancienne, représentait à la fois la frontière et la justification des pressions extérieures. Et pourtant, c'est à partir de ce comme point de référence initial rigide qu'un l'écart mesuré ensuite inattendu commença à émerger. Un changement de trajectoire où chaque décision politique modifiait désormais le poids des chiffres. Le second repère, tout aussi brutal, fut celui des 45 tonnes de production aurifère annuelle, une valeur que peu d'observateurs prenaient au sérieux avant l'ultimatum. Ce nombre n'était pas nouveau, mais sa lecture changeait radicalement. Il révélait qu'une part immense de cette richesse, près des 2 tiers selon les estimations régionales, échappait au contrôle local. Cette simple donnée, replacée dans le contexte de la crise, devenait un miroir cruel des décennies précédentes. Enfin, le troisième chiffre frappa plus fort que les autres, car il touchait directement à la souveraineté que défendait alors Ibrahim Traoré. Une contraction de 3,2% du PIB attendue si le pays refusait les conditions imposées par les créanciers étrangers. 12 mots suffisent à l'expliquer. Une baisse immédiate, mais un gain structurel potentiellement décisif. Ce pourcentage, loin d'être catastrophique, dessinait plutôt le coût exact de la liberté économique. Autour de ces trois repères, le travail des équipes du palais prit une dimension nouvelle. Les économistes proches du capitaine proposèrent trois projections. Une cession partielle, réduisant la dette de 40%, mais sacrifiant la souveraineté sur les gisements. Un moratoire soutenu par un bloc africain permettant 2 ans de respiration. Ou le choix le plus radical, garder chaque once d'or sous pavillon burkinabé, quitte à encaisser l'impact initial. C'est ce dernier scénario que le pays adopta. Et les premiers signaux ne tardèrent pas. Les flux financiers cessèrent de se diriger mécaniquement vers les institutions occidentales. Des circuits intérieurs reprirent de vie. Les recettes minières augmentèrent progressivement, alimentées par les opérations sécurisées la veille. Le premier trimestre suivant montra déjà une hausse perceptible, modeste mais solide, alimentant l'idée que la stratégie pouvait tenir. Dans les administrations, une phrase commença à circuler, tirée d'une note interne, écrite de la main du capitaine. L'indépendance n'a pas de prix fixe. Elle se mesure à ce que nous acceptons de perdre pour la garder. Cette formule, simple mais incisive, transforma l'approche des décideurs. Les chiffres devinrent un outil de construction, non plus une menace suspendue. Le travail consistait désormais à tracer une trajectoire soutenable où le pays s'appuyait sur ses ressources plutôt que sur l'arbitrage des créanciers étrangers. Peu à peu, l'économie trouva un équilibre inattendu. Les mines réorganisées adoptèrent un modèle hybride mêlant supervision étatique et partenariats régionaux. Les échanges en monnaie locale augmentèrent, signe d'un redéploiement silencieux mais profond. Et dans les marchés, les conversations glissèrent de l'inquiétude à la curiosité prudente. Les chiffres n'étaient plus froids, ils dessinaient une possibilité. Dans ce paysage en mouvement, une certitude s'imposait. Les données ne racontaient pas seulement une crise, mais une reconstruction en temps réel. Le débat qui suivit l'ultimatum
se cristallisa rapidement autour de deux visions irréconciliables. La première, défendue par les pragmatiques, avançait que le geste d'Ibrahim Traoré constituait une démonstration de bravoure excessive, presque dangereuse. Selon eux, l'histoire récente offrait des précédents lourds, des pays qui, en défiant l'ordre financier mondial, s'étaient retrouvés isolés, fragilisés, parfois ruinés. Il rappelait que le Burkina Faso restait un État enclavé, dépendant de corridors commerciaux extérieurs, et que refuser les créanciers, c'était risquer l'étouffement progressif. Cette logique reposait sur une idée simple. La souveraineté ne vaut rien si elle mène à l'effondrement matériel. En face, les partisans de la rupture défendaient une lecture radicalement différente. Pour eux, le geste du capitaine n'était pas une provocation, mais une clarification. Il soulignait que la dépendance financière n'était pas une fatalité, mais un héritage entretenu par des mécanismes opaques. Accepter l'ultimatum aurait signifié céder la gestion de 70% de l'or national, c'est-à-dire abandonner la seule ressource capable de garantir une marge stratégique réelle. Il pointait aussi vers les premiers signaux positifs: les recettes minières accrues, le redéploiement des flux financiers, la diminution des transactions en francs CFA. Entre ces deux camps, une ligne plus fine apparut, portée par certains universitaires et techniciens. Leur logique, plus froide, forma la réponse Silman. Il ne fallait ni glorifier ni condamner, mais analyser ce moment comme une expérience grandeur nature. Les chiffres du Sahel, dette de 5 à 6 milliards, production annuelle de 85 tonnes, contraction anticipée de 3,2% du PIB, n'étaient pas des prédictions catastrophiques, mais des variables d'ajustement. L'argument central de cette position tenait en une phrase: le choix de Traoré testait les limites d'un modèle imposé depuis un demi-siècle, et la portée de ce test dépassait largement un seul pays. Ainsi, la décision n'était pas un pari solitaire, mais une tentative méthodique d'observer ce qu'un État africain pouvait soutenir, absorber et rediriger lorsqu'il reprenait le contrôle de ses ressources. En ce sens, le geste n'était ni téméraire ni héroïque. Il était structurel. Un pacte caché surgit enfin. La révélation tomba 8 jours après l'ultimatum, aussi bref qu'un éclair. Un protocole secret liait trois pays du Sahel dans une alliance destinée à protéger leurs ressources stratégiques. Le bouclier AES, jusque-là inconnu du public, changea instantanément l'équilibre du rapport de force. Ce n'était plus seulement le Burkina Faso qui refusait une cession de souveraineté, mais un bloc régional prêt à mutualiser défense, logistique et pression diplomatique. Autour d'Ibrahim Traoré, cette information redessinait toute la carte stratégique. Le pays n'était plus isolé, mais ancré dans une solidarité active. Dans les capitales occidentales, la nouvelle fut perçue comme une gifle géopolitique. Dans les rues de Bamako et Niamey, elle devint un chant. Les drapeaux se levèrent, les slogans se propagèrent, et une phrase domina les places publiques: touchez l'un, touchez nous, nous touchons chez tous. Ce mythe-point modifia l'interprétation même de la crise. L'acte du capitaine cessait d'être un risque solitaire pour devenir un précédent continental. Les premières, les premières renégociations minières au Niger et au Mali, amorcées discrètement, le confirmèrent. La ligne tracée à Ouagadougou faisait déjà école. Les conséquences du refus burkinabé ne surgirent pas comme un choc unique, mais comme une série d'ondes successives. Chacune toucha un cercle différent: population, entreprises, diaspora, acteurs internationaux, tout en demeurant reliés à la décision initiale d'Ibrahim Traoré. Ce qui paraissait d'abord un geste politique devint rapidement une reconfiguration réelle des comportements et des équilibres. 1.
Dans les quartiers d'Ouagadougou, la première réaction fut d'observer si la vie quotidienne allait vaciller. Elle ne vacilla pas. Les marchés continuèrent de fonctionner et certains produits locaux gagnèrent même en importance en raison du recul des importations de luxe. Dans les écoles, les enseignants intégrèrent les discours récents pour expliquer comment un pays peut reprendre la maîtrise de ses ressources. Les citoyens commencèrent à percevoir la crise comme une transition, non comme une menace imminente. Le sentiment dominant n'était pas l'euphorie, mais une curiosité sérieuse, voir si un pays pouvait tenir sa ligne sans se perdre. 2. Pour le secteur privé, fut le premier à se trouver face à une redistribution des cartes. Les compagnies étrangères présentes dans les mines adoptèrent une posture défensive. Certains projets furent gelés, d'autres renégociés dans l'urgence. Pourtant, en parallèle, plusieurs consortiums asiatiques approchèrent discrètement les autorités en proposant des partenariats fondés sur la copropriété, le transfert technologique et une plus grande valeur ajoutée locale. Cette double dynamique créa un nouveau paysage, plus incertain, certes, mais aussi plus ouvert qu'auparavant à des accords équilibrés. Les entreprises burkinabées, elles, commencèrent à envisager de moderniser leurs filières, encouragées par la réorientation des flux financiers. 3. Pour, dans les universités africaines, européennes et américaines, le modèle Traoré devint rapidement un cas d'étude. Les débats portaient moins sur l'héroïsme que sur la méthode. Comment un État enclavé peut-il tester les limites du cadre économique classique? La diaspora réagit en lançant des campagnes de financement destinées à soutenir l'éducation, la cybersécurité ou la formation minière. Un signe discret mais révélateur apparut. Les chiffres de l'émigration diminuèrent légèrement, preuve qu'une partie de la jeunesse se projetait à nouveau dans un avenir local crédible. La souveraineté cessait d'être un mot lointain, elle devenait un ensemble de compétences mobilisables. 4. Pour à l'échelle régionale et mondiale, les effets furent tangibles. Les flux d'or transitant par les ports ouest africains chutèrent d'environ 15%, conséquence directe de la nationalisation burkinabé. Les banques de développement régional envisagèrent sérieusement la création d'un fonds souverain africain appuyé sur les ressources stratégiques du Sahel. Dans plusieurs capitales occidentales, la décision de Ouagadougou fut d'abord perçue comme une imprudence, puis comme un indicateur structurel annonçant un réalignement plus large. Le Burkina Faso, loin de rester un cas isolé, devint un point d'appui pour d'autres États engagés dans des renégociations minières. À travers ces quatre cercles, une transformation plus profonde apparaissait. Le refus initial n'était pas un geste ponctuel, mais le début d'un mouvement qui redéfinissait les rapports de force du foyer jusqu'à la scène internationale, avec, au centre, la ligne posée par Ibrahim Traoré. Trois trajectoires commencèrent à se dessiner à mesure que le pays avançait dans la zone d'incertitude. Chacune s'appuyait sur les mêmes données de départ. Ressources nationalisées, flux financiers réorientés, alliances régionales renforcées, mais chacune offrait une lecture différente de ce que les mois suivants pourraient produire. 1. Dans une trajectoire prudente. La constance prudente. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso maintient sa ligne tout en consolidant progressivement le bouclier AES. Les exportations d'or retrouvent un rythme stable après la réorganisation des sites miniers et la croissance annuelle se situe entre 1,5% et 2%. Les corridors commerciaux restent ouverts grâce à des négociations discrètes avec plusieurs partenaires asiatiques. La population s'adapte à un cadre économique plus exigeant, marqué par une discipline budgétaire accrue et une réduction partielle des importations non essentielles. Rien n'est spectaculaire, mais tout demeure tenable. 2.
dans une trajectoire plus favorable, l'élargissement continental. Ici, l'effet d'entraînement devient manifeste. Plusieurs États africains s'alignent sur la stratégie burkinabé, mutualisation des infrastructures, coopération sécuritaire renforcée, révision collective des contrats miniers. Une monnaie numérique régionale se déploie dans les échanges intra-africains, diminuant la dépendance au franc CFA. Les investissements communautaires augmentent nettement. Agriculture modernisée, programmes éducatifs élargis, réformes sanitaires structurantes. Dans ce scénario, le Burkina Faso devient une preuve tangible qu'un pays peut affirmer sa souveraineté sans s'effondrer et que la cohérence peut produire un cercle vertueux. 3. Dans une trajectoire plus difficile, la crête étroite. Dans cette version plus sombre, les pressions diplomatiques se transforment en sanctions ciblées, restrictions bancaires, ralentissement des approvisionnements, spéculation sur les importations essentielles. Certains alliés régionaux se retirent, redoutant des représailles extérieures. L'inflation progresse, les tensions sociales augmentent. Toutefois, même dans ce scénario, le pays ne sombre pas. Il avance difficilement, mais sans rupture totale. Le symbole reste intact, mais son coût devient lourd à absorber pour les ménages et pour l'industrie locale. Une recommandation de méthode. Quel que soit le futur, la grille d'analyse la plus utile reste celle-ci. Ne pas confondre incertitude et faiblesse. Car la transition engagée repose sur un mécanisme structurel. Contrôle des ressources, diversification des partenaires, recentrage des flux qui continuent d'agir même lorsque les signaux extérieurs se brouillent. La question n'est donc pas de savoir lequel des trois scénarios se réalisera exactement, mais comment chaque acteur choisira d'occuper l'espace stratégique qu'ouvre cette transition. Les répercussions du refus burkinabé ne se limitèrent pas aux institutions ou au marché. Elles touchèrent directement trois cercles humains, chacun différemment exposé, chacun obligé de repenser sa place dans cette transition. Car lorsqu'un pays redéfinit la manière dont il valorise ses ressources, ce sont les trajectoires individuelles qui s'ajustent en premier. Pour pour les fonctionnaires, artisans, enseignants ou techniciens, le changement prit la forme d'une compréhension nouvelle. Les décisions macroéconomiques pouvaient, pour une fois, renforcer leur marge d'action. Les programmes d'éducation économique mis en place dans les écoles permirent à des jeunes de comprendre comment une dette, un contrat minier ou une monnaie d'échange s'articulent dans la vie réelle. Beaucoup y virent une opportunité de sortir d'un fatalisme ancien. Le mot souveraineté cessait d'être abstrait. Il devenait un outil mental pour anticiper l'avenir, et non seulement le subir. Pour chez les ingénieurs, les techniciens miniers, les logisticiens ou les experts en cybersécurité, la dynamique fut plus immédiate. Les réformes imposèrent de nouveaux protocoles, mais elles ouvrirent aussi des perspectives d'emploi jusque-là inexistantes. Certains programmes de formation attirèrent des jeunes revenus de l'étranger, séduits par l'idée de contribuer à une infrastructure contrôlée localement. Cette énergie pragmatique fit naître un réalisme inédit. La souveraineté ne relevait plus d'un discours mobilisateur, mais d'un savoir-faire à consolider. Pour pour ceux vivant hors du pays, la crise devint un prisme émotionnel. Les débats dans les universités africaines, les campagnes de soutien citoyen et les levées de fonds communautaires révélèrent un attachement profond à l'idée d'un pays capable de tenir une position cohérente. Certains chercheurs soulignèrent que cette expérience servirait longtemps de référence dans les études sur les économies post-coloniales. La diaspora trouva dans cet épisode une raison de réinvestir symboliquement dans un récit collectif. Pour transformer un refus en trajectoire durable, le Burkina Faso dut construire une méthode précise, presque chirurgicale. Autour d'Ibrahim Traoré, une équipe resserrée élabora un plan d'action en 5 axes, chacun pensé pour consolider la souveraineté tout en limitant les risques immédiats.
L'objectif n'était pas de produire des annonces spectaculaires, mais de créer peut-être un mécanisme capable de résister au temps, aux pressions et aux fluctuations du marché. D'abord, des unités mixtes armée-gendarmerie furent déployées sur les sites aurifères. Leur mission: surveillance continue, contrôle des sorties de matériaux, vérification des registres. Le succès se mesurait par un indicateur simple: zéro fuite non déclarée. Ensuite, un comité spécial revisita l'ensemble des contrats d'exploitation. Trois critères guidaient chaque décision: équité, transparence, redistribution locale. Le changement se mesurait par la proportion de valeur ajoutée réellement captée sur le territoire. Puis, un système de paiement national interconnecté à la monnaie régionale, AES, fut mis en service. Son efficacité se mesurait par la part décroissante des transactions via le franc CFA ou le dollar. Par des programmes nouveaux expliquèrent la dette, les ressources et les mécanismes commerciaux. L'impact se lisait dans la capacité des citoyens, notamment des jeunes, à comprendre les termes des politiques menées. Enfin, le Burkina Faso privilégia des partenariats égalitaires fondés sur la réciprocité. La performance se mesurait par le nombre d'accords évitant toute forme de tutelle. Lorsque revint le premier anniversaire de l'ultimatum, la scène ressemblait étrangement à celle des débuts. Une estrade improvisée, une foule serrée, et les mêmes visages que lors de la réunion initiale dans la salle de crise. L'économiste calme, l'ingénieur des mines, la jeune juriste. Ces trois figures, aperçues pour la première fois autour de la table où tout avait basculé, formaient désormais un motif collectif. Elles rappelaient que les récits politiques ne tiennent pas seulement à un dirigeant, mais à ceux qui, dans l'ombre, portent les décisions vers la réalité. Ibrahim Traoré observa la foule longuement avant de parler. Le drapeau usé, qui flottait au centre de la place, évoquait les murs poussiéreux des premiers jours, lorsque les enfants y avaient inscrit son nom comme un défi silencieux. Cette fois, cependant, il ne s'agissait plus de résistance immédiate, mais de continuité. Le capitaine rappela que ce qui a été commencé appartient désormais au peuple. Les mots furent sobres, presque murmurés, mais leur impact était clair. Une souveraineté ne se décrète pas, elle se cultive. La dignité se construit chaque jour. Dans la chaleur du Sahel, ce rappel résonna comme une conclusion ouverte, un fil tendu entre ce qui fut décidé et ce qui reste encore à bâtir. Au moment de refermer ce récit, une évidence s'impose. La souveraineté n'a pas été racontée comme un triomphe, mais comme un chemin partagé. Dans les villages comme dans les villes, les gestes ordinaires, un cours d'économie expliqué différemment, un atelier minier réorganisé, une discussion autour d'un poste de radio, composent désormais un paysage où chacun reconnaît une part de responsabilité. Ce n'est pas un récit figé, mais une conversation en mouvement, portée par des citoyens qui apprennent à lire le monde avec leurs propres repères. Les symboles eux-mêmes ont changé de texture. Un drapeau hissé, une phrase relayée, un chant repris dans la nuit. Autant de traces d'une transformation qui continue silencieusement. Et si ces mots trouvent un écho en vous, c'est peut-être parce qu'ils parlent d'un lien plus large, celui entre un pays qui se relève et une communauté qui refuse de déléguer son avenir.